Startup Spirit, c'est marqué dans comme ça. Alors je me présente en deux mots. Baptiste Legard, je suis un geek, j'ai fait une école d'informatique, j'ai passé beaucoup de temps à écrire du code, je suis spécialisé dans les technologies Microsoft, .NET, j'ai écrit beaucoup de C#, personne n'est parfait. Je suis entrepreneur depuis 4 ans, créateur de start-up, donc en pratiquant bien sûr le start-up, parce que c'est le thème du jour. Et aujourd'hui, j'ai une double activité, une activité de start-upper et une activité de consultant depuis 2 ans. En tout cas, je pratique le Lean Startup et j'essaye de diffuser en France le plus possible, auprès des start-uppers, bien sûr, mais aussi auprès d'entreprises qui ne sont plus tout à fait des start-up. Alors, j'ai une petite vidéo à vous diffuser. Donc je vais vous passer une vidéo. Le but du jeu, vous allez voir 2 équipes de basket se faire des passes. Il va falloir compter le nombre de passes que les joueurs en blanc se font. Donc s'il y en a qui connaissent la vidéo, je vous saurais de ne pas de crier les réponses, mais laissez ceux qui ne la connaissent pas en profiter. How many passes does the team in white make? Go! Pardon, qui a vu l'ours qui fait du moonwalk? Ça fait pas mal qui ne l'ont pas vu. Alors je vais quand même vous la repasser, hein, parce que c'est important. Et cette fois, voilà, vous allez oublier l'objectif que je vous ai donné. Arrêtez de compter le nombre de passes. Prenez un peu de recul, regardez la vidéo d'un point de vue global, sans avoir un objectif précis en tête. Voilà, je vous entends rigoler, je pense que vous avez vu l'ours. Alors, on entend souvent dire, les stars, ouais, c'est un gros graphique, mais en fait, il est simple à comprendre, et puis à la limite, tout ce qui est à gauche, on s'en fiche, à droite, pardon. Les startups échouent, on entend souvent dire, c'est périlleux, créer quelque chose d'innovant, c'est compliqué. Il y a plein de raisons pour lesquelles les startups se plantent. Il y en a quand même une qui domine, hein. Voilà, les startups, c'est malheureux à dire, mais créent souvent des super produits qui sont bien conçus, qui sont beaux, qui marchent bien, mais qui servent à rien. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne se vendent pas, il n'y a pas de besoin, personne n'en veut. Voilà. Et puis manque de bol, là, on investit des ressources pour créer un super produit, mais personne n'en veut, on n'arrive pas à le vendre. Donc on n'arrive pas à créer un business model à partir de ce produit-là. Et en fait, la vidéo que vous avez vue là, en 1 minute, vous avez un condensé de ce qui peut arriver dans la vie d'une startup, mise à l'échelle, 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois plus. Vous avez un besoin, quelque part, des clients qui ont une problématique, une ou plusieurs, qui est l'ours qui fait du moonwalk. Et puis les startups se lancent avec un objectif en tête. On a une super idée, on veut concevoir ce produit. Et puis on va réunir une team compétente pour créer ce produit-là. Et puis on travaille, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour créer ce produit, on est focalisé dans l'année dans le client. Donc on crée effectivement le produit, hein, il y a pas mal qui ont donné la bonne réponse, c'était 13 passes. Mais le problème, c'est qu'on passe à côté de la problématique qu'il faut résoudre pour les clients. Donc on ne voit pas l'ours qui fait du moonwalk, et c'est pourtant celui-là qu'il faut voir si on veut parvenir à créer un business model qui fonctionne. Alors, le Lean Startup, je ne vais pas vous faire l'historique du Lean, etc. Dites-vous que c'est une philosophie qui vient d'une philosophie anglo-saxonne, qui permet de limiter le gaspillage de temps, de ressources, principalement de temps, parce que les start-upers, ils n'ont pas souvent de l'argent, mais en tout cas, ils ont du temps, dans le processus de découverte du modèle économique. Donc, de zéro, qui est en fait l'idée originale, j'ai une super idée, au business model qui fonctionne, qui est pérenne, qui est stable, qui est scalable. Donc c'est une philosophie pour entrepreneurs, et dans les entrepreneurs, je parle aussi des intrapreneurs, c'est-à-dire des gens qui innovent dans de plus grandes entreprises.
Alors on les appelle pas pareil, hein, c'est les intrapreneurs. Le cadre, le contexte est différent, mais c'est exactement le même métier. Quand je parle des entrepreneurs, c'est aussi des intrapreneurs. Le lean startup n'est pas une gestion de projet. Je préfère faire le distinguo maintenant parce que c'est quand même pas pareil. La gestion de projet fonctionne très bien quand on sait ce qu'on va construire. Puis là, on a des ressources, on a des moyens, on a du temps, et puis le but c'est de rester dans les clous. Le lean startup n'est pas une méthode de gestion de projet dans le sens où elle s'applique quand on ne sait pas ce qu'on va construire. Et quand on ne sait pas ce qu'on va construire, on ne peut pas vraiment faire un plan détaillé sur le long terme, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va découvrir, on ne sait pas exactement comment ça va se passer dans le futur. Donc là, on n'est pas dans un contexte de gestion de projet, mais plutôt dans un contexte de management de l'innovation. Les deux sont complémentaires, c'est des outils qui s'appliquent dans des situations différentes. Donc là, on parle bien de lean startup, de management de l'innovation. Alors quand on est une startup, on peut se voir comme une entreprise, mais en fait, on n'est pas une entreprise. Les créateurs de startup ne sont pas des créateurs d'entreprise, dans le sens où les startups vont expérimenter et les entreprises vont exécuter. L'entreprise va exécuter un modèle qui est prouvé, et la startup va chercher à inventer un business model qui n'existe pas encore. Donc le but dans la vie d'une startup, c'est de devenir peut-être un jour une entreprise, mais en tout cas, une startup n'est pas une entreprise. Par contre, une entreprise peut quelque part se considérer comme étant une start-up. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui existe et qu'il faut bien faire tourner, sinon on aura un petit problème. Mais c'est pas pour ça qu'on arrête d'inventer de nouveaux produits, on arrête de trouver de nouveaux clients, on arrête d'améliorer des choses qui existent. Donc, une entreprise peut très bien former des petites bulles d'innovation, des petites cellules qui vont agir exactement comme des start-up et expérimenter comme des start-up. Alors, les startups, ça repose quand même sur une philosophie qui est bien particulière. On a un peu de mal à la comprendre, nous, Français. Je suis français en premier, donc je me mets dans le panier, mais nous, on pense un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, on fait quelque chose de nouveau, et puis il y a quand même une probabilité d'échouer, alors on va s'en prémunir. On va étudier, on va se réunir, on va faire des plans, et on va surtout chercher à éviter de se planter. Les anglo-saxons, ils ne pensent pas du tout pareil. Ils considèrent que réussir, c'est quelque chose qu'on ne peut faire que si on s'est planté auparavant. C'est-à-dire que le succès est au bout d'une longue route qui est jalonnée d'échecs, et le succès est composé des échecs passés. Donc de toute façon, on va se planter, c'est inévitable. Donc au lieu d'essayer de l'éviter, autant le faire le plus rapidement possible, et utiliser l'échec pour apprendre, et composer le succès vers lequel on essaye de tendre. Voilà, si on comprend ça, on comprend une bonne partie d'une startup. Alors, je passe rapidement là-dessus. Le Lean Startup est une méthode itérative, hein, c'est dans la lignée des méthodes agiles. Je vous ressors la définition de l'agile au sens large, hein, c'est aller vite, tout en se réservant la possibilité de changer de direction. Le Lean Startup est une philosophie agile qui permet non pas de construire du software, hein, comme c'est le cas pour Scrum ou d'autres méthodes agiles, mais qui permet de construire du business model de manière itérative. Donc, l'itération étant la suivante, on part d'une idée, d'une hypothèse, on réalise une expérience qui n'est pas forcément un produit. Le mot produit, là, je me suis juré de changer cette slide il y a des mois, mais je ne l'ai jamais fait. Mais ce n'est pas forcément un produit. Donc on réalise une expérience sur le terrain. De cette expérience, on va mesurer des données, des indicateurs qui sont identifiés au préalable, qui vont nous permettre de savoir si on a validé ou invalidé l'hypothèse. Si on l'a validé, à ce moment-là, on passe à l'hypothèse suivante dans la liste de priorité, généralement de la plus risquée à la moins risquée. Et si on a invalidé l'hypothèse, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un pivot. C'est-à-dire qu'on change d'hypothèse sur la base de ce qu'on a appris, et on repart sur une nouvelle expérience, et ainsi de suite. Et quand on est entrepreneur, on a une deadline. Alors la deadline, c'est pas une deadline de lancement, c'est-à-dire qu'on a du temps, hein, un entrepreneur qui se lance, qui a son chômage pour 1 an, ou qui a levé des fonds, qui en a, voilà, il va avoir 1 an par exemple, et en 1 an, le but, ça va être d'itérer le plus possible pour maximiser les chances d'expérimenter, d'adapter l'idée et de parvenir à quelque chose qui fonctionne.
Voilà, le process, on peut le simplifier comme ça. Hein, on part d'une idée originale. De cette idée, on isole deux hypothèses principales qui sont l'hypothèse client et l'hypothèse problème. C'est-à-dire l'entrepreneur se dit, je pense que quelque part, ces gens-là, avec ce profil-là, ont ce problème-là. Et à ce stade-là, on ne parle pas de solution, on ne parle pas d'application mobile, de site internet. On parle vraiment de problématique. Et on va chercher à valider cette problématique. Alors là, on rentre dans le design thinking, dans le customer development, c'est-à-dire fabriquer un client, fabriquer un produit. Et puis une fois qu'on a mis le doigt sur une problématique qui existe, là, on s'intéresse à la solution. Le but étant de valider cette solution, parce qu'ok, il y a un problème, on l'a trouvé. C'est pas pour ça que les gens sont prêts à payer pour la solution qu'on imagine. Donc ça, il va falloir le valider. Le plus rapidement possible, toujours, dans l'idéal, sans construire la solution, parce que construire une solution, ça prend du temps. Et du temps, on n'en a pas forcément. Voilà. Et puis, à partir de là, on commence à générer une phase de traction, ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire, on a trouvé des gens qui sont prêts à payer pour la solution qu'on propose, pour résoudre leurs problèmes. Et à ce moment-là, on rentre dans une optique de croissance où le but, c'est de valider le modèle qu'on a validé de manière qualitative, de le valider quantitativement, voir si le modèle peut s'appliquer à un plus grand nombre de types. Alors là, rapidement, lui c'est Steve Blank, c'est un des papas des startups, parce que c'est de lui qui a tiré pas mal de concepts pour écrire son bouquin, mais lui dit aucun plan de développement ne survit au premier contact avec les clients, remplacer business plan par business requirements ou spécification, ça revient à peu près au même. Vous aurez beau écrire un plan détaillé, dès que vous allez rencontrer les gens, les clients, le plan va voler en éclats. C'est Mike Tyson qui dit Everybody's got a plan until they get punched in the face. C'est vraiment le principe. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais quand on fait du Lean Startup, au début, on ne va pas rédiger un business plan de 100 pages. On va plutôt travailler sur ce genre de document, celui-là s'appelle un Lean Canvas. Et en fait, c'est une documentation de toutes les hypothèses de l'entrepreneur au début. Je pense que le problème que je veux résoudre, c'est celui-là. Je pense que mes clients sont ces gens-là. Je pense que la solution qu'il faut construire, c'est celle-là. Je pense que cette solution, je peux la vendre à tel prix. Je pense que délivrer ma proposition de valeur, ça va me coûter tant. Voilà, je pense que. Et le fait de simplifier ces hypothèses et de les coucher sur des post-it, sur un Lean Canvas qu'on va épingler au mur, alors déjà, ça permet de définir un plan qui est extrêmement évolutif, parce que le Canvas, il ne va jamais rester une semaine pareil. Ça permet de simplifier l'idée et de se rendre compte parfois qu'en fait, on avait en une idée, on avait 40 idées en une seule. Et ça permet aussi de commencer à prioriser ces hypothèses pour ensuite mieux aller les valider. Alors, trouver des clients, valider la problématique, ça passe par ce qu'on appelle du customer development. Alors, l'exemple de Webvan, on en parlera tout à l'heure, parce que je ne vais pas avoir le temps de prendre un café, je vous raconterai tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est compliqué parce que ça implique de sortir de sa zone de confort en permanence. La zone de confort pour un entrepreneur, c'est les cofondateurs, le cercle familial, les amis. Voilà. Et en fait, il faut sortir de ce cercle en permanence, sortir, aller rencontrer des vrais clients, échouer, se planter et prendre le risque de voir ces idées précieuses voler en éclats. C'est le seul moyen d'arriver à expérimenter correctement. Donc aller trouver des gens dans la rue, organiser des meet-ups, des conférences, résister à l'envie de convaincre, parce que c'est quand même pas le but. Voilà. Et puis une fois qu'on a mis le doigt sur une problématique, on peut démarrer aussi un peu pendant, on doit valider la solution sans avoir à la construire. Et c'est là qu'on va parler de MVP, Minimum Viable Product, plus petit produit viable, mais la traduction est relativement foireuse. On va se donner les moyens de tester sa solution sans la construire. Donc là, il y a pas mal de moyens. On peut faire des interviews, c'est déjà un premier MVP. On peut faire des sondages, on peut faire des landing pages où on va expliquer sa proposition de valeur et mesurer derrière un score de conversion. Par exemple, une inscription, un opt-in sur une newsletter, des maquettes papier, des croquis. Le MVP concierge, qui est sans doute le plus important, qui est en fait l'entrepreneur qui va aller sur le terrain, à la main, délivrer sa proposition de valeur. Voilà, donc il y a tout un tas de moyens de valider une solution sans avoir à la construire.
d'une manière générale, c'est important de voir grand, d'avoir une vision large, et c'est aussi important de savoir commencer petit. Avant d'avoir 2 millions de clients, il faut déjà en avoir un. Et ça, c'est compliqué, et ça prend du temps. Alors, les métriques, je passe assez rapidement là-dessus. C'est important, les métriques, parce que le Lean Startup, c'est quand même une philosophie qui est scientifique. On va valider des hypothèses, mais on le fait scientifiquement, c'est-à-dire qu'on identifie des KPI significatives qui vont nous permettre, sans ambiguïté, de savoir si on a validé ou invalidé l'hypothèse. Mais sachez que ça ne sert à rien de réaliser des expériences rapidement si vous ne vous donnez pas les outils pour mesurer le résultat de ces expériences, pour prendre des décisions éclairées. Voilà, donc on va éviter ce qu'on appelle les vanity metrics, qui est un terme officiel d'une startup. Donc les métriques un peu bullshit, du genre j'ai 10 000 pages ouvertes sur mon site ou j'ai 40 000 clics. C'est des métriques qui ne veulent pas dire grand-chose, alors qui font plaisir en conseil d'administration ou devant les investisseurs, mais qui ne sont pas représentatifs de la valeur qu'on délivre aux clients. Alors très rapidement, le Lean Startup en entreprise, je le résume en 5 commandements. Le premier, c'est d'abord, c'est pas compatible avec la notion de silo. Le Lean Startup, ça marche bien quand les gens sont réunis dans la même pièce et travaillent ensemble. Ça ne peut pas fonctionner si les gens sont répartis en départements. Pas compatible non plus avec ce que j'appelle le syndrome du not my job, c'est-à-dire des gens qui disent ben non, moi je suis IT, mon rôle c'est pas d'aller faire des interviews. Ben non, hein, une équipe pluridisciplinaire qui est créée autour de la création de valeur pour des clients. Ben les gens font des interviews, les gens vont créer des landing pages, vont éventuellement faire des petites campagnes AdWords pour tester un ou plusieurs mots-clés. Voilà, donc le not my job ne fonctionne pas. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, fuir la zone de confort, la salle de réunion, le brainstorming, voilà. C'est pas des outils qu'on va utiliser, qu'on va généraliser en une startup. Alors sans doute le plus compliqué, le pouvoir d'expérimenter. Une équipe qui travaille en une startup, il ne faut pas qu'elle soit liée à des spécifications. Cette équipe, elle va aller sur le terrain, elle va aller expérimenter, puis à un moment donné, elle va revenir en disant bah ça, on l'a testé, ça ne fonctionne pas. Par contre, on a identifié quelque chose qui pourrait mieux fonctionner. Et puis là, il ne faut pas que la hiérarchie tape sur les doigts derrière en disant bah non, c'est pas ce qu'on a dit. Et ça, en milieu d'entreprise, c'est très compliqué. Et enfin, la volonté d'entreprendre, tu cultiveras, c'est les gens qui travaillent en e-startup, même dans des grandes entreprises, des intrapreneurs, sont des entrepreneurs. Donc c'est très important de les valoriser en tant qu'entrepreneurs et de favoriser une culture de la découverte, de l'expérimentation et de l'entrepreneuriat en entreprise. Il y a pas mal de moyens de faire ça. On peut envoyer les gens assister à des conférences, comme ça vous avez aujourd'hui, des workshops. On peut donner un peu de temps à chacun pour avoir la liberté d'expérimenter, de tester des idées, des choses. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Voilà, le Lean Waterfall, je vous en parlerai en détail tout à l'heure si ça vous intéresse. C'est un anti-pattern classique d'une startup où on conserve les silos et chaque silo fonctionne en agile et puis se passe le ballon. Voilà, c'est pas du Lean Startup. Le Lean Startup, c'est les gens qui travaillent dans la même pièce. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur ce compte Twitter, c'est Tristan Promer, l'auteur d'un blog qui s'appelle le Grasshopper Herder, l'éleveur de secrets, c'est assez sympa, il écrit bien, il en parle très bien. Voilà, j'ai plus de temps, je vous remercie.